Bon, merci de revenir. La pause a été brève, mais nous avons beaucoup de matière et il est toujours bon de laisser les exposés se développer un peu pour qu'ils soient complets et qu'ils ne se résument pas, comme parfois dans les conférences scientifiques, à de simples posters. C'est un peu différent ici. Donc nous avons maintenant deux exposés jusqu'à la pause de 13 heures. Antoine Lilti et Jean-Louis Fabiani. Antoine Lilti... faut-il du talent pour être célèbre ? Question. Il est directeur d'études à l'École des hautes études. Il est membre du groupe d'études sur les historiographies modernes au sein du célèbre Centre de recherche historique de l'HESS. Et il a été directeur de la revue bien connue des historiens Annales entre 2006 et 2011. Ses travaux sont consacrés plus particulièrement à construction historiographique des Lumières, aux pratiques de sociabilité en France et en Europe au XVIIIe siècle et aux formes de la célébrité. Il a publié notamment Le monde des salons, Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle en 2005 et plus récemment en 2014, Figures publiques, célébrité et modernité en 2014 donc, et beaucoup d'articles. Je lui passe la parole. Alors, merci beaucoup Pierre-Michel pour cette invitation que je prends aussi comme une occasion de confronter mon travail précédent sur la célébrité avec cette question du talent qui était d'une certaine manière peut-être resté un peu en lisière de mon questionnement. Et c'est pour ça que je suis parti de cette phrase. Alors peut-être, oui, on n'a pas lancé le... Hop, voilà. Donc j'étais parti de cette phrase, faut-il du talent pour être célèbre, où vous avez reconnu derrière cette question faussement provocatrice, vous avez reconnu un lieu commun de la critique, l'idée qu'il serait possible aujourd'hui de devenir célèbre sans posséder aucun talent. À la différence des héros d'autrefois, et même des stars de naguère, les célébrités contemporaines n'auraient aucun mérite à faire valoir et ne seraient que des simulacres produits par la société du spectacle. Alors, dès 1961, l'historien et essayiste américain Daniel Boorstin dénonçait le caractère tautologique de la célébrité, symbole de la vacuité de la culture de masse. Il disait qu'une célébrité était une personne connue pour être connue, known for his well-knownness. C'est une formule qui a été très reprise dans les travaux relevant des cultural studies, mais qu'on retrouve plus généralement dans la critique ordinaire. Cette dénonciation d'une célébrité sans substance semble en effet parfaitement adaptée de nos jours au triomphe de la télé-réalité, des stars de l'Internet, etc. Elle présente pourtant deux inconvénients majeurs. D'une part, elle n'explique pas pourquoi ces individus sans talent ni mérite deviennent célèbres. Elle n'explique pas non plus pourquoi d'autres individus, dont le talent en revanche est largement reconnu, accèdent eux aussi à la célébrité. Si bien que le lien entre talent et célébrité apparaît mystérieux et en quelque sorte arbitraire. Alors, à l'inverse, les économistes de la culture, ou du sport d'ailleurs, on vient de le voir, maintiennent un lien fort entre talent et célébrité et cherchent à rendre compte des effets multiplicateurs qui aboutissent à la concentration des revenus et de la notoriété sur un petit nombre d'individus. C'est notamment la théorie des superstars, dont on vient de parler à l'instant, selon laquelle des petits écarts de talent peuvent aboutir à d'énormes différences de succès à l'arrivée. Alors, en revanche, cette approche a l'inconvénient, je crois, de ne pas prendre véritablement au sérieux la question de la célébrité comme réalité sociale et culturelle spécifique. Elle a tendance à percevoir la célébrité simplement comme une forme étendue de réputation ou encore de consécration symbolique, terme qu'on retrouve aussi souvent dans la littérature. Mais dans ce cas, si la célébrité n'était qu'une réputation très large, comment expliquer ce phénomène étrange qui est la mise en équivalence, sous l'angle de la célébrité, d'individus dont les talents sont extrêmement différents et proprement souvent incommensurables. Comment, par exemple, un lauréat de la médaille Fields peut-il en arriver à se proclamer la Lady Gaga des maths ? Vous aurez peut-être connu quelqu'un. Alors, pour sortir de cette difficulté, de cette impasse, je propose de distinguer beaucoup plus nettement la célébrité et la réputation. Les deux notions sont souvent confondues, je viens de le dire, alors qu'elles correspondent à deux formes bien distinctes
de notoriété. Deux façons différentes pour un individu d'être connu. La réputation, d'un côté, repose sur un principe d'évaluation des compétences et du mérite. Elle est donc de l'ordre du jugement socialisé, de l'estime collective. Elle fonctionne prioritairement dans des groupes relativement restreints d'interconnaissances, puis par capillarité dans des espaces sociaux ou professionnels délimités, peuplés de pairs, de critiques, d'amateurs. Comme l'a bien montré Pierre-Michel Menger, la réputation dans les mondes artistiques est toujours une imputation de talent, et on pourrait sans doute élargir d'ailleurs, à l'ensemble, au moins à l'ensemble des espaces du travail créateur. Pourquoi ? Parce que le talent, justement, est par nature incertain. À l'inverse, la célébrité, pour sa part, est définie par l'exposition publique d'un individu. Donc c'est l'exposition publique, ici qui est la notion importante, c'est-à-dire la circulation de son nom et de son image auprès d'un large public indifférencié et anonyme. Le principe de la célébrité, c'est la curiosité, qui porte sur la personne elle-même, y compris sur sa vie privée, bien plus que sur ses accomplissements. C'est un point essentiel, la célébrité implique une autonomisation à l'égard des talents qui fondaient la réputation initiale. Pour le dire de manière plus simple, un chanteur est célèbre dès lors qu'il est connu de ceux qui n'écoutent pas ses chansons. Un footballeur, lorsque son nom est familier de ceux qui ne regardent jamais un match. Vladimir Andreev, tout à l'heure, a cité à plusieurs reprises Zinedine Zidane. Je suis persuadé que parmi vous, ceux qui ne s'intéressent pas du tout au football savaient très bien qui était Zinedine Zidane et sont même capables de le reconnaître lorsqu'ils le voient à la télévision. Et c'est justement ce décrochage qu'il faut comprendre, ce passage de l'estime à la curiosité, de l'évaluation du talent à la fascination pour la personne. Alors, pour ce faire, pour comprendre ce décrochage et ces enjeux, il me semble que le recours à l'histoire s'impose, et du moins c'est ce dont je vais essayer de vous convaincre, puisque c'est ici mon rôle. En effet, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est au même moment, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qu'apparaissent conjointement la célébrité comme phénomène médiatique et le langage des talents comme nouvelle forme de justification des classements sociaux. Et c'est un point qui est absolument essentiel, mais qui, à ma connaissance, n'a jamais été véritablement remarqué. L'émergence de l'idéologie du talent dans la pensée des Lumières est contemporaine de la révolution médiatique du XVIIIe siècle, qui fait du public une question centrale de la modernité. Autrement dit, au moment où la société aristocratique, fondée sur le privilège de la naissance, se craquelle, deux nouveaux principes émergent. Un principe de mérite, fondé sur la reconnaissance du talent, et d'autre part un principe de célébrité, porté par les formes nouvelles de la publicité, notamment la presse. Or, ces deux principes nouveaux, qui peuvent apparaître comme deux solutions individualistes à la crise de la société d'ordre, eh bien, ces deux principes nouveaux vont rapidement s'opposer. Et c'est ce qui permet de comprendre, je crois, qu'aucune théorie méritocratique de la célébrité n'ait jamais véritablement réussi à s'imposer. Avec cette dernière phrase, je viens déjà de vous donner ma conclusion, mais je vais maintenant essayer de déployer un peu l'argumentation en essayant donc d'historiciser à la fois la célébrité et le mérite. Alors, comme forme sociale spécifique, la célébrité est apparue au cours du XVIIIe siècle et s'est rapidement développée, nourrie par deux phénomènes. Premièrement, le développement du capitalisme commercial dans le domaine de la culture et des loisirs. C'est un phénomène qui a été bien étudié, notamment par des historiens britanniques, qui parlent de la commercialisation des loisirs. Et je ne prends ici qu'un exemple, mais on pourrait les multiplier, c'est le cas des théâtres privés qui connaissent un essor extrêmement rapide au XVIIIe siècle, en s'émancipant du patronage des cours royales et en développant leur propre logique, c'est-à-dire la mise en avant de vedettes individuelles, le rôle des impresarios et de la publicité, la concurrence commerciale, l'adaptation aux attentes du public. Le phénomène est précoce à Londres, dès le début du XVIIIe siècle. Il est suivi à Paris, à Vienne, puis dans toute l'Europe. Et il s'épanouit au XIXe siècle, où il trouvera une patrie d'élection aux États-Unis, où s'inventent les méthodes modernes du marketing culturel vers le milieu du siècle, notamment autour de Barnum. Deuxième phénomène,
ce que l'on peut appeler donc la révolution médiatique des Lumières. Il ne s'agit pas simplement des progrès du livre et de la lecture, ni d'un espace public critique tel que l'a théorisé Habermas, mais bien d'une mutation profonde des formes de la communication sociale. Les sociétés d'Ancien Régime étaient principalement des sociétés du face-à-face, construites sur des liens directs, personnels, et sur la communication en contexte de coprésence. Avec l'essor de l'imprimé, et notamment de la presse, mais aussi, par exemple, des nouvelles techniques de diffusion des images, par la gravure, une nouvelle forme de communication s'épanouit. Elle repose, à la différence de la précédente, elle repose sur la diffusion à distance, unilatérale, depuis un émetteur vers un public anonyme et potentiellement illimité. Ces quasi-interactions, comme les appellent certains théoriciens de la communication médiatique, ces quasi-interactions modifient les conditions mêmes de la notoriété d'un individu en permettant une diffusion large, souvent incontrôlable, de son nom et de son image. Alors que les logiques de la réputation ou de l'honneur s'épanouissaient dans des réseaux d'interconnaissance, cette nouvelle forme de visibilité publique produit une réalité inédite. C'est ce que l'on commence à appeler au XVIIIe siècle, le mot date de cette époque, la célébrité. Celle-ci est caractérisée par une asymétrie. La personne célèbre est connue d'un nombre indéfini de gens qui savent beaucoup de choses sur elle, tandis qu'elle ne sait rien d'eux et ignore même leur existence, puisqu'elle ne les perçoit que sous une forme indifférenciée, à la fois séduisante et menaçante, c'est-à-dire le public. C'est pourquoi il est essentiel de considérer la célébrité comme un phénomène médiatique, au sens où l'entend la sociologie des médias de masse, c'est-à-dire qu'elle relève d'un système social spécifique et cohérent, fondé sur la communication à distance et la valorisation permanente de la nouveauté et du divertissement. Dans ce cadre, un des traits les plus constants de la célébrité, depuis le XVIIIe siècle, c'est la curiosité qu'elle suscite pour la vie privée des gens célèbres. Alors que ceux-ci doivent, à l'origine, leur réputation à des réussites dans l'ordre de la vie publique, artistique, intellectuelle, politique, dès lors qu'ils deviennent célèbres, le public se passionne pour leur personne, leur caractère, les détails de leur biographie et même leur intimité. C'est un phénomène qui est évidemment bien connu, c'est presque la première chose à laquelle on pense quand on parle de la célébrité aujourd'hui. Mais c'est un phénomène qui est souvent mal compris parce qu'il est abordé sous un angle moralisateur. On va par exemple dénoncer le voyeurisme. Or, comme l'a bien montré le sociologue John Thompson dans son grand livre Media and Modernity, la spécificité même des quasi-interactions médiatiques est justement de susciter ce qu'il appelle de l'intimité à distance, c'est-à-dire un désir de familiarité avec la personne célèbre. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce mécanisme est déjà très manifeste au XVIIIe siècle. Alors, prenons par exemple l'exemple de Buffon. Pas besoin de vous le présenter, hein, le grand naturaliste du XVIIIe siècle, rendu immensément célèbre par le succès de son Histoire naturelle et aussi par les nombreux portraits de lui, j'en ai mis 2 ici, hein, qui circulaient dans l'espace public, notamment par la gravure, une des très nombreuses gravures portraits de Buffon qui circulaient de son vivant, et donc qui circulaient bien au-delà des cercles habituels de la République des lettres ou des milieux savants. Or, en 1788, son secrétaire particulier publie une vie privée de M. Buffon, dans lequel il promet de révéler toutes les anecdotes sur la vie domestique de Buffon, depuis sa façon de chasser les rats dans son grenier jusqu'à ses goûts sexuels. Alors, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un pamphlet, mais bien d'une volonté de répondre à une attente éditoriale à un moment où le genre des vies privées de contemporains connaît un immense succès éditorial. Ça, c'est des choses sur lesquelles, notamment, l'historien du livre Robert Darnton a beaucoup travaillé. Alors, il écrit par exemple ceci dans son introduction, donc Joseph Haute, qui pouvait justement se revendiquer d'une connaissance personnelle de la vie privée de Buffon, parce que c'était son secrétaire. Il écrit « C'est de sa vie privée seulement que j'ose ici vous occuper, ses mœurs, ses habitudes, sa conduite, ses principes domestiques. Dès qu'il prendra la plume, je me retirerai modestement,
mais j'attendrai en silence la sortie du cabinet pour observer ce que va dire et faire avec ses amis, ses parents, son procureur, son curé, l'homme qui vient d'embrasser la généralité des êtres et de calculer l'infini. Je dirai tout, l'heure de son réveil, la manière dont il s'habillait, ses repas, ses bons mots, ses amours, ou, si vous aimez mieux, ses jouissances, car il ne croyait qu'à cela. Alors, on voit clairement ici comment une célébrité qui est acquise à l'origine par des talents scientifiques et par une production scientifique conduit, par son succès, à focaliser la curiosité du public sur des aspects de la personnalité de la vie domestique qui n'ont aucun rapport apparent avec ces mêmes talents, et qu'ils ont d'ailleurs mis en scène comme étant déconnectés de ces talents. J'attendrai la sortie du cabinet. Ce n'est même pas le travail scientifique de Buffon, ici, dans son intimité, qui est mis en scène, mais au contraire, tout ce qui relève du reste de sa vie privée. Vous avez noté le contraste entre l'ampleur du travail scientifique de Buffon, la généralité des êtres, et le détail minutieux des révélations annoncées, avec, ce qui est évidemment fondamental, la promesse d'un dévoilement exhaustif. C'est le « je dirai tout », qui, évidemment, se traduit pour le lecteur par « vous saurez tout ». Cette autonomisation de la célébrité, qui déplace l'intérêt vers la personne elle-même, aboutit, c'est une de ses conséquences, à mettre sur le même plan, ou en tout cas à traiter de façon équivalente, des individus dont les talents sont extrêmement hétérogènes. Alors, vous connaissez sans doute l'épisode, c'est un épisode célèbre, fameux, en tout cas l'épisode où Voltaire, en mars 1778, est triomphalement reçu à Paris. Ça faisait 30 ans qu'il n'y était pas allé, et il assiste au couronnement sur la scène de la Comédie Française de son propre buste. Alors, l'histoire littéraire a beaucoup écrit sur cet épisode, et elle y voit toujours la reconnaissance du prestige de l'homme de lettres, la naissance du grand homme, le sacre de l'écrivain. Mais il faut bien voir que c'est une construction rétrospective liée à l'histoire littéraire de la Troisième République. En réalité, les contemporains étaient beaucoup plus circonspects par cette cérémonie. La plupart, y compris parmi les partisans des Lumières, furent catastrophés de voir le patriarche de Ferney fêté comme un comédien sur un théâtre. Louis-Sébastien Mercier, par exemple, un des plus percutants observateurs de la vie culturelle et sociale parisienne, Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris, a des mots très durs contre ce qu'il appelle cette farce, cette facétie incohérente qu'il juge irrespectueuse pour Voltaire. Et il s'empresse de dresser un parallèle avec l'autre célébrité du moment, Janot, qui était un acteur de boulevard qui triomphait au même moment dans une farce de très mauvais goût. Il va rapprocher les deux dans un même chapitre. On dira aujourd'hui qu'il fait une critique du nivellement des valeurs par la société du spectacle. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont bien leurs talents respectifs, tels qu'on peut en tout cas les inférer de leurs œuvres, qui ont fait connaître Voltaire et Buffon à l'origine. Je ne suis pas du tout en train de dire, évidemment, que leur célébrité n'a aucun rapport avec leur talent. Mais, à un certain point d'élargissement des chaînes de la réputation, lorsque leur nom et leur image sortent du monde des sciences et des lettres pour se diffuser auprès d'un public qui n'est plus seulement celui des amateurs et des lecteurs, mais qui est un public de curieux, de badauds, de lecteurs de journaux, la célébrité se met à produire des effets nouveaux. Dès lors, il ne s'agit plus d'évaluer des talents en jugeant des œuvres ou des actions, mais bien de nourrir, d'entretenir la curiosité du public à l'égard de la personne même et jusqu'à son apparence physique. Comme vous voyez dans la fin de la citation, Mercier écrit à propos de Voltaire, une curiosité épidémique, la formule est assez frappante, une épidémie de curiosité épidémique s'empressait à contempler sa figure, comme si l'âme d'un écrivain n'était pas encore plus dans ses écrits que sur sa physionomie. Alors, avec les commentaires de Mercier que je viens d'évoquer ici, j'ai glissé, vous en êtes sans doute aperçu, de la description d'un phénomène à l'interprétation des commentaires qu'il suscite parmi les contemporains. Et en effet, et c'est un point sur lequel je veux insister, la célébrité s'est immédiatement imposée comme un objet de commentaires et de discours, c'est-à-dire comme un site de réflexivité, c'est-à-dire un lieu discursif grâce auquel une société essaye de donner sens aux changements qui s'opèrent en son sein.
Le terme même prend son sens actuel vers 1750, en français comme en anglais, et suscite de très nombreux débats. Alors pourquoi ? C'est ici qu'intervient, je crois, l'émergence contemporaine du talent comme nouveau principe d'évaluation de la valeur de chaque individu. Dans les mondes culturels, il dote l'être humain d'une capacité créatrice innée qui était jusque-là d'inspiration divine. Mais le talent s'impose beaucoup plus largement comme le nouveau critère permettant de déterminer la capacité à exercer des charges dans de nombreuses sphères d'activité, et y compris dans ce bastion de la noblesse qu'est l'armée. Beaucoup de travaux qui ont insisté sur ce point. Sur les ruines de la société d'ordre, la pensée des Lumières justifie les inégalités sur la base d'une hiérarchie des talents et des vertus. Ce langage des talents, selon l'expression de l'historien américain John Carson, dans son livre The Measure of Merit, ce langage des talents aboutit au fameux article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ici, donc, qui affirme que les citoyens sont égaux, tous admissibles aux places et emplois publics, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et par métonymie, les talents finiront d'ailleurs par désigner ces nouvelles élites définies par leurs compétences et leurs aptitudes plutôt que par leur naissance. J'ai ouvert la carrière au talent, résumera Napoléon, pour caractériser la rupture avec la société des privilèges. Or, dès lors que le talent commence à remplacer le statut ou la naissance comme fondement de la valeur sociale, la question de sa reconnaissance devient cruciale. Le problème du talent est en effet, on l'a déjà dit, celui de son évaluation, puisqu'il ne possède pas de certification légale ni institutionnelle, à la différence de la noblesse ou des nombreuses appartenances corporatives qui structuraient la société d'Ancien Régime. Le talent est toujours mesuré par les autres, qui l'infèrent des œuvres ou des actions. Son attestation est donc de l'ordre de l'estime sociale et pose la question des juges légitimes et compétents. Dans ce contexte, vous comprenez bien que la célébrité est d'emblée marquée d'une ambiguïté. Si on la considère comme une forme superlative de reconnaissance, elle doit apparaître comme la récompense du talent, a fortiori dans le domaine culturel, dès lors que le public, au XVIIIe siècle, est érigé en tribunal légitime du goût. C'est d'ailleurs ainsi que l'entendaient les premiers à utiliser le terme au milieu du siècle. Duclos, par exemple, Charles Duclos, dans ses considérations sur les mœurs, oppose les hommes d'esprit, doués pour la conversation, et les hommes de talent, qui, eux, sont capables de produire des œuvres de qualité qui font honneur à leur siècle. On est en 1751, c'est les considérations sur les mœurs, c'est un des grands textes moralistes du milieu du XVIIIe siècle, et Duclos conclut que les hommes de talent doivent avoir plus de célébrité, c'est leur récompense. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent des œuvres utiles, ils ne se contentent pas de briller dans les salons comme les hommes d'esprit. Et c'est d'ailleurs ainsi que le jeune Jean-Jacques Rousseau accueille avec joie, exactement au même moment, en 1751, les débuts de sa célébrité, qui suivent le succès fracassant de son discours sur les sciences et les arts. Après quelques années d'anonymat et de doute, le voilà enfin rassuré sur son talent. Cette faveur, je cite, cette faveur du public, nullement briguée, pour un auteur inconnu, me donna la première assurance véritable de mon talent, dont malgré le sentiment interne, j'avais toujours douté jusqu'alors. À partir du moment nullement brigué, c'est important, à partir du moment où la compétition est honnête, se déroule, on dirait, dans une situation de transparence, sans manipulation de l'opinion, eh bien, elle devient, pour l'auteur lui-même, une attestation de talent. Néanmoins, au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la différence entre ce nouveau phénomène de la célébrité et la chose beaucoup plus connue qui était la réputation dans les mondes littéraires et artistiques, eh bien, cette différence devient de plus en plus évidente et se met à attiser toutes sortes de critiques. On se met à dénoncer la célébrité fugitive et superficielle de ce qu'on appelle les héros du jour. On dénonce aussi cette gloriole, c'est le terme date du milieu du XVIIIe siècle, cette gloriole sans lendemain. La célébrité devient suspecte
Loin de prouver le talent, elle témoignerait plutôt d'une séduction superficielle exercée sur un trop vaste public, incapable de juger du mérite d'un auteur ou d'un artiste. C'est la curiosité épidémique, dont parlait Louis-Sébastien Mercier tout à l'heure. Il dénonce aussi souvent l'enthousiasme du public, et on se moque des mécanismes d'imitation qui rendent le public passif et crédule, et qui transforment l'homme célèbre en spectacle curieux. Lorsque, par exemple, pour en rester à Rousseau, lorsque les passants, quelques années plus tard, s'attroupent pour le voir passer à son retour d'exil en 1770, donc là on est vraiment dans les manifestations publiques de la célébrité, la correspondance littéraire ironise. On demandait à la moitié de cette populace ce qu'elle faisait là. Elle répondait que c'était pour voir Jean-Jacques. On lui demandait ce que c'était que Jean-Jacques. Elle répondait qu'elle n'en savait rien, mais qu'il allait passer. Alors, on dirait vraiment les critiques aujourd'hui très modernes de la tautologie de la célébrité. Vous notez surtout la disqualification du public comme populace, disqualification sociale, culturelle, intellectuelle du public, mais aussi la transformation de Rousseau en personnage, Jean-Jacques, ce qui est désigné par son prénom, ce qui renvoie du côté de ce désir d'intimité du public, mais qui consiste aussi à le déconnecter presque totalement de son œuvre. Toute une topique négative de la célébrité se met alors en place, qui trahit, vous le voyez bien, un rapport très ambivalent à l'égard du public, beaucoup plus ambivalent que ce qu'affirme habituellement l'historiographie des Lumières, qui veut voir dans le triomphe de l'opinion publique un fait culturel majeur. Rousseau lui-même ne tarde pas à se plaindre des visites intempestives d'admirateurs curieux qui viennent voir, dit-il, l'homme célèbre sans avoir lu aucun de ses livres. À ce point, évidemment, l'autonomisation de la célébrité à l'égard du talent en inverse totalement la valeur. La célébrité n'est plus seulement une mesure excessive ou illégitime du talent, elle devient dangereuse. Elle s'éprouve comme un fardeau. Loin d'être une récompense, elle devient même une peine infamante. Nicolas Chamfort écrit, par exemple, il consacre plusieurs de ses maximes à la célébrité, et il juge, par exemple, il la compare à la diffamation, au carcan, vous voyez, ou encore, dit-il, la célébrité est le châtiment du mérite et la punition du talent. Vous voyez, la célébrité est la punition du talent. Et ce thème des infortunes de la célébrité comme punition, comme châtiment, se répand assez largement. Et par exemple, Julie de Lespinasse écrit au comte de Guibert, un jeune auteur d'un traité militaire à succès, qui est une des figures justement de l'aristocratie à talent, eh bien, elle lui écrit « Vos talents vous condamnent à la célébrité ». L'ambivalence de la célébrité, désirable mais suspecte et dangereuse, tient bien à cette relation contradictoire qu'elle entretient avec le talent, dont elle est à la fois la récompense et le châtiment. L'intervention du public, selon la logique propre de la communication médiatique, risque toujours de faire basculer la reconnaissance du côté de la flétrissure. La célébrité apparaît donc comme une menace pour le nouvel idéal démocratique fondé sur la société des talents. Aux diverses formes de certification du talent que les sociétés modernes vont mettre en place avec et après la Révolution, c'est-à-dire les diplômes, les concours, les grandes écoles, mais aussi les prix, les récompenses, s'oppose la logique des médias qui apparaît comme un pur phénomène d'opinion. En particulier dans les domaines où les talents sont incertains et difficiles à objectiver, comme les milieux artistiques, où la réputation joue un rôle très important. La célébrité vient perturber l'idée régulatrice que la reconnaissance publique puisse être un indicateur fiable du talent. Elle révèle une contradiction entre deux mots-clés du langage des Lumières, le talent et la publicité. Or, si le talent domine largement les théories de la justice sociale, la publicité, en revanche, a toujours été contestée. Elle est clivée entre une force positive, celle de la discussion critique, et une phase plus obscure, celle des dynamiques propres aux médias, c'est-à-dire entre, d'une part, l'usage public de la raison, comme dit Kant, et ce sera repris par toute la tradition qui va jusqu'à Habermas, et de l'autre côté, les dangers du spectacle. De plus, le langage des talents est fondamentalement lié à la différenciation fonctionnelle des sociétés modernes. Alors que la supériorité du noble était générale, elle pouvait s'exercer dans tous les domaines,
L'homme talentueux est compétent dans certains domaines propres à certaines tâches. La célébrité, à l'inverse, met en équivalence des talents hétérogènes et semble s'émanciper des critères locaux d'évaluation. Aussi, elle apparaît illégitime dans chaque domaine. Ce n'est pas parce qu'un écrivain passe souvent à la télévision et qu'il pose dans un magazine People qu'il est un meilleur écrivain. Il est même probable que la plupart de ses confrères penseront le contraire. Comme la force dans les sociétés anciennes, la célébrité apparaît comme l'injustice moderne par excellence, celle qui impose un principe de classement extérieur à chaque sphère d'activité. Alors il reste, et je vais vraiment terminer par ça, il reste à comprendre pourquoi cette célébrité, on voit bien pourquoi elle est une menace, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été à son tour intégrée au langage des talents? Pour cela, il aurait fallu qu'elle soit elle-même comprise comme le résultat de talents spécifiques, adaptés aux attentes et aux besoins du public. Alors, Pierre Michel a cité Niklas Luhmann ce matin. Si on considère avec lui que les médias de masse forment un système social cohérent fondé sur le codage de l'information, il apparaît que l'accès à la célébrité repose d'abord sur la capacité à susciter des nouvelles, et en particulier à alimenter controverses ou scandales. Ces scandales sont toujours néfastes pour la réputation, mais en revanche très favorables à la célébrité, puisqu'ils suscitent l'intérêt du public, ce que Luhmann appelle l'irritabilité du système, c'est-à-dire la demande d'informations nouvelles, cette accélération permanente du rythme de la vie médiatique. C'est le ressort de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle la curiosité, un terme qui revient de façon obsessionnelle dans les textes de l'époque pour désigner l'avidité du public à l'égard de figures publiques aussi diverses que des écrivains, des actrices de l'opéra, des bandits ou des protagonistes de faits divers. Le second facteur puissant de la célébrité, c'est la capacité à se mettre en scène comme un personnage immédiatement reconnaissable, une persona auquel le public peut s'attacher ou qu'il peut détester, mais dont il veut connaître les aventures. Et il entre dès lors une part de théâtralité, de performance et même de fictionnalisation qui suit d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer ce point, largement les codes inventés par le roman au XVIIIe siècle et recyclés ensuite par l'industrie du divertissement. Alors, faut-il aller jusqu'à parler de talent médiatique pour désigner la disposition et aussi le travail qui permet à certains de se maintenir sous les feux de la rampe, d'attirer l'attention des journalistes, de faire parler de soi, d'attiser la curiosité du public? C'est une question ouverte. Elle est de plus en plus agitée aujourd'hui dans les milieux professionnels spécialisés justement dans la gestion de l'attention publique. Mais c'est une question qui a longtemps semblé illégitime. Et notamment au XVIIIe siècle, cette aptitude à la célébrité, on pourrait l'appeler comme ça, n'était pas compatible avec le langage des talents tel qu'il s'était alors constitué. Et je conclus simplement en vous disant, en évoquant sous la forme d'hypothèse la raison pour laquelle, à mon avis, cette aptitude à la célébrité n'était pas compatible avec le langage des talents. C'est que, contrairement à ce que l'on croit parfois, le langage des talents n'était pas fondé à l'origine sur un principe individualiste, mais plutôt sur un principe d'utilité sociale. L'homme de talent est celui qui sait remplir une charge pour la satisfaction de tous ou produire des œuvres utiles et agréables. Le talent n'est pas pensé sur un mode concurrentiel, mais coopératif. D'où l'importance de l'éducation. Quels que soient d'ailleurs les débats sur la question, je n'ai pas eu le temps de les développer là, mais c'est la question de savoir si les talents sont innés ou acquis, mais l'éducation devient absolument essentielle pour rendre le langage des talents coopératif. Comme l'annonce triomphalement Condorcet sous la Révolution, grâce à la généralisation de l'instruction publique, je ne vais pas vous citer toute la citation, qui pourtant est très intéressante parce qu'elle met en jeu la question de l'utilité sociale des inégalités, mais là, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion ici. Grâce à l'instruction, les talents, comme les lumières, deviendront le patrimoine commun de la société. Et ça, on est vraiment là au cœur de ce paradigme. C'est pourquoi le talent est toujours associé au XVIIIe siècle, et jusque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on l'a vu, à la notion de vertu, qu'il faut comprendre dans le contexte de l'éthique sociale des Lumières, c'est-à-dire que le talent est lié à une morale de la modération, de la compétence et de l'effort.
Même dans le domaine de la création, il s'oppose, en tout cas il est très nettement distinct du génie, qui lui est du côté du prodige et qui inquiète autant qu'il fascine. À l'inverse, la célébrité, elle, est indifférente au bien ou au mal. Elle semble déconnectée de toute utilité et relève d'un pur principe de concurrence, de rivalité pour le prestige. Elle se présente sous la forme de l'excès, de l'ostentation et même de la consommation. On a donc cette opposition. L'individu talentueux réalise par le travail des virtualités qui lui permettent de contribuer à un perfectionnement individuel et collectif. De l'autre, l'homme ou la femme célèbre, à l'inverse, fige son individualité dans un personnage public qui devient un objet de consommation. Au fond, et c'est une des choses qu'avait très bien senti Rousseau, en consentant à cette aliénation, l'homme célèbre trahit sa vocation d'individu. Et la réponse de Rousseau, vous le savez, est radicale. Le plus sociable des hommes choisit de se faire l'apôtre de la solitude et promeut l'idéal de l'authenticité. Mais au-delà de son cas, la tension est durablement installée entre deux figures du succès, celle du talent, qui articule l'exigence d'utilité sociale au perfectionnement individuel, et celle de la célébrité, trop dépendante du public et toujours suspecte aux yeux de l'éthique méritocratique.